Voilà, je pense qu'il est l'heure de commencer. Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'avoir joint notre webinaire de ce jour. Aujourd'hui, nous allons adresser comment optimiser le déploiement de votre cloud AWS grâce au Cloud Operating Model d'HashiCorp. Veuillez noter que ce webinaire va être enregistré et vous recevrez dans quelques heures le lien vers cet enregistrement. De mon côté, donc, je m'appelle Vincent Arnaud, je travaille chez HashiCorp en tant que Cloud Channel Director et je vais être le modérateur de votre session pour aujourd'hui. Je suis accompagné par deux excellents speakers en la personne de Nicolas Herman, Staff Solution Engineer chez HashiCorp, et Sébastien Stormack, développeur advocate chez AWS. Alors, Bonjour. l'agenda que... Bonjour à tous. Merci, messieurs, de joindre à nous aujourd'hui. L'agenda que nous allons vous proposer aujourd'hui va se décomposer en 4 parties. Tout d'abord, on va parler de transformation, de process, d'humain. On va également couvrir les différents frameworks, le Cloud Adoption Framework de AWS, le Cloud Operating Model de HashiCorp. Nous aurons quelques exemples de clients, de réalisations en commun. Et puis, nous couvrirons une partie ressources et guides qui pourront vous accompagner dans cette transformation. Voilà, en ce qui me concerne, je laisse la parole à Nicolas et Sébastien et je vous souhaite un très bon webinaire. Sachez que, juste peut-être avant, nous allons avoir une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions dans la boîte Q&A qui s'affiche en bas de votre écran et nous reviendrons sur ces questions en fin de webinaire. Merci à vous et bon webinaire. Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être là. Donc, je m'appelle Sébastien, merci Vincent pour l'introduction. Il y a une longue histoire entre HashiCorp et AWS. Donc, moi, je travaille pour AWS, mais on connaît, on utilise et on travaille de façon très proche avec les équipes de développement d'HashiCorp également sur, finalement, leur ADN est un peu le même que le nôtre, avec les containers d'abord, avec Vagrant et puis avec Terraform qui permet, et dont on va parler en détail aujourd'hui, qui permet d'automatiser vos déploiements et d'écrire de l'infrastructure comme du code. Beaucoup de nos clients préfèrent utiliser Terraform que CloudFormation, qui est notre version maison, qui est utilisée en YAML et JSON, qui est parfois un peu moins pratique à utiliser. Et Terraform est souvent aussi plus réactif quand il y a des nouveaux services, des nouveaux API. On les retrouve d'abord dans Terraform avant de les trouver dans CloudFormation. Un autre exemple, ce sont les landing zones. Les landing zones, vous le savez peut-être, c'est pas un service AWS, c'est une solution. Donc, c'est un ensemble de codes et de scripts que vous pouvez télécharger avec aussi une méthodologie pour gérer à grande échelle des environnements multi-comptes, créer automatiquement des comptes et les mettre d'équerre au carré en termes de sécurité, de réseau, créer des comptes séparés pour le logging, etc., pour automatiser le provisionnement de comptes dans des larges déploiements. Et là, Terraform a quelque chose de spécifique également, les Terraform Landing Zone, et je vais laisser Nicolas vous en parler plus en détail que moi. Merci Sébastien et bonjour à tous. Donc effectivement, Terraform Landing Zone, ce sont en fait principalement des bonnes pratiques qui ont été construites autour des connaissances en fait faites et acquises par les services AWS depuis les années qui déploient en fait ce genre d'infrastructure et ce genre de sécurisation justement des accès auprès des clients. Et donc la technique a été de codifier en fait l'ensemble de ces bonnes pratiques et de les intégrer avec du code Terraform et de profiter aussi de certaines fonctionnalités des versions Enterprise de Terraform, notamment tout ce qui est autour de la gestion de la gouvernance et de la conformité et de la policy as code, si on peut appeler ça comme ça, qui permet en fait, si vous voulez, de faire en sorte que assez rapidement, on puisse donc profiter de l'ensemble de la sécurisation des landing zones, sans pour autant que les clients soient du coup impactés, je dirais, par eux-mêmes construire ces bonnes pratiques en interne et puissent démarrer très rapidement sur ce type de solution. Donc, c'est quelque chose qui, en plus, pour ceux qui nous suivent un peu, c'est la HashiConf qui démarre aujourd'hui. Et donc, c'est justement des annonces qui vont être faites autour de cette Terraform Landing Zone, notamment au niveau de la mise à disposition du code. Mais il n'y a pas que ça.
en termes de partenariat que nous avons avec, avec AWS, nous avons aussi cette logique chez HashiCorp de promouvoir, bien sûr, comme vous le savez bien, la partie cloud et donc de fournir de plus en plus de nos plateformes hébergées as a service sur du cloud public. Et les premières plateformes qui sont mises à disposition sur HCP, donc pour HashiCorp Cloud Platform, sont dans un premier temps Consul, donc sur AWS, et dans un second temps, et ça va être aussi annoncé cette semaine, la partie Vault qui arrive aussi sur AWS. Donc le but d'avoir effectivement voilà, un partenariat très fort entre nos deux sociétés, et notamment pour montrer encore jusqu'où on peut aller, c'est très récemment, on a annoncé la disponibilité dans les extensions, API extension de Lambda, l'interconnexion avec Vault pour justement aussi pouvoir consommer des secrets Vault sans se soucier au niveau de Lambda, de l'intégration de Vault pour justement que ce soit de manière beaucoup plus simple. Ce qui nous amène justement à Sébastien à expliquer justement quel est le shift que l'on a remarqué et que l'on voit en fait au fur et à mesure de nos clients et ce qui est encore plus vrai depuis les événements récents de cette année. En fait, quand on parle avec les clients du cloud, ceux qui en prennent avantage à fond sont ceux qui ont compris que le cloud, c'est une API avant tout. Une API, ça veut dire qu'on peut accéder à l'infrastructure informatique à travers une ligne de commande, à travers une console web ou à travers des scripts, qu'ils soient Terraform ou dans d'autres langages de programmation comme Python, JavaScript. Et donc, tout est automatisable. Et les clients qui utilisent le cloud, un peu comme on utilise un data center à la papa, en démarrant des virtual machines et en installant, en configurant leur virtual machine à la main, ils ont certains avantages à aller vers le cloud, mais ils n'en tirent pas la substantifique moelle. Pour en tirer la substantifique moelle, on passe par de l'automatisation. Et c'est ça le grand shift mental qu'il faut faire à partir du moment où on déploie ces infrastructures dans le cloud. C'est se dire que mon infrastructure, mon réseau, mon load balancer, ma base de données, maintenant c'est du code. Ce code peut être versionné, ce code peut être mis dans Git, ce code peut être testé automatiquement, il peut être déployé en intégration continue. Et c'est ça qui fait vraiment l'avantage. C'est là que vous allez tirer le maximum avantage du cloud. Un des exemples, Nicolas, c'est passer d'une infrastructure statique à une infrastructure dynamique. Tout à fait, ce qui nous amène justement à expliquer un peu ce que l'on voit. Et enfin, pour travailler dans l'IT depuis un certain nombre d'années, voire dizaines d'années, on a pu voir effectivement un certain nombre de changements. Donc, bien sûr, quand on parle de statique vers dynamique, ça ne veut pas dire dans un premier temps que l'on va supprimer justement ces fameux data centers que l'on a encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un existant qui tourne à l'intérieur de ces data centers. Il y a des données qui existent et c'est en fait l'histoire de l'entreprise qui est dans ce data center. Maintenant, le deuxième aspect qui est justement le côté plus dynamique où on commence à transférer en fait, si vous voulez, un peu plus d'agilité que l'on avait du mal à avoir sur des data centers traditionnels. On va amener cette agilité grâce au cloud, qu'il soit privé, qu'il soit AWS ou qu'il soit hybride avec une conjonction des deux, pour tirer parti en fait un peu plus des données que l'on a en interne chez soi et faire en sorte de les proposer à travers, par exemple, si je prends l'exemple de mon application mobile pour me connecter à ma banque, il est évident que les données concernant mon compte sont plutôt gérées par des infrastructures dites statiques, parce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et les applications fonctionnent sur ce modèle-là. Mais par contre, toute la disponibilité de mon application mobile, toute l'interface en fait qui fait que je peux me connecter sur mon téléphone est plutôt gérée effectivement dans du cloud. Pourquoi? Parce qu'on a justement besoin de cette scalabilité, de la possibilité d'étendre à la demande et de profiter justement de l'ensemble des services du cloud pour engager, en fait, si vous voulez, les clients consommateurs de ces applications. Et Donc, en c'est fait, là où c'est très important, excuse-moi Sébastien, ce shift. Vas-y. je croyais que tu avais terminé, pardon. Ça prouve qu'on est en direct, on n'enregistre pas ce webinaire. Et ce qu'on remarque également chez les clients, c'est donc il y a cette phase d'adoption de l'automaticité, des API pour automatiser les déploiements. Et puis il y a une deuxième vague qui vient, c'est assez à la mode pour le moment, qui est l'utilisation de services à plus haute valeur ajoutée, avec plus d'abstraction. C'est ce qu'on appelle le serverless, les services qui vous permettent de stocker des fichiers, d'accéder à des
des bases de données, de déployer du code, sans même avoir à gérer de virtual machines, sans même avoir à démarrer, configurer un Linux, le patcher, le maintenir d'équerre, etc. Donc, on parle de Aurora pour la base de données, on parle de Lambda, AWS Lambda pour les fonctions dans le cloud. Mais même s'il n'y a pas de serveur, il y a toujours une infrastructure sous-jacente. Il faut toujours créer ces environnements de dev, de prod. Il faut quand même créer ces fonctions Lambda, il faut créer ces bases de données. Et c'est là où l'automatisation, l'API, garde tout son sens. En fait, ce que les clients veulent éviter, ce qu'ils veulent avoir, c'est l'agilité, éviter d'avoir des projets tunnels de plusieurs semaines. Ce qui nous amène justement à des études qu'on a pu avoir en termes de case study auprès de nos différents clients. Donc là, on a pris un exemple de telco, mais je pense que c'est quelque chose, de par notre expérience à Sébastien et moi-même, qu'on pourrait transposer un peu partout, dans le sens où si on prend la technique en fait, de développement qui est donc waterfall depuis en fait, le début du développement, c'est-à-dire qu'on déploie en fait on développe pardon, un gros monolithe. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Vu qu'on sait que cette phase de développement et de test va être assez longue, on commande les infrastructures même avant que le projet commence parce qu'on sait le temps que ça va mettre avant d'arriver. Et donc, on va déjà ouvrir un ticket auprès des équipes des infrastructures qui vont, elles, commander des serveurs ou alors commander des VM, passer par un système d'approbation d'un point de vue financier pour accéder en fait à ces infrastructures. Puis ensuite, une fois que ces infrastructures sont disponibles, on passe à l'étape de la sécurité, l'ouverture des ports au niveau des firewalls, comment je vais pouvoir communiquer en fait avec ces machines. Ensuite, je passe à l'étape network. Donc là, c'est encore plus dans les couches basses, on va dire, de la connexion physique, voire virtuelle au niveau des machines. Et enfin, je vais pouvoir faire déployer mon application sur un runtime. Tout ça, ça va nécessiter à peu près, dans cet exemple précis, un peu plus de 70 étapes, d'accord, qui sont étalées sur 44 semaines, sans que mon application puisse être déployée. Donc ça, je pense que tu as aussi des exemples là-dessus, Sébastien, et que justement, tu as pu voir des shifts aussi qui sont apparus chez des clients AWS entre ce qu'ils avaient et sur où ils sont allés. 44 semaines, on parle d'agilité. Oui. Oui, au siècle passé, je travaillais comme consultant proche des data centers également. Et je me souviens d'avoir travaillé dans une banque que je ne nommerai pas, où il n'y avait pas encore de cloud. Là, on parle d'avant ce siècle-ci. Mais où il fallait tout un process très similaire pour obtenir des machines virtuelles. Ils étaient fiers d'avoir virtualisé une partie de l'infrastructure pour pouvoir donner accès plus rapidement à des développeurs. Mais ça, le plus rapidement se comptait quand même en semaines, même si on parlait de machines virtuelles. Et plus récemment, j'ai rencontré un client AWS qui est dans un début de phase de migration, mais c'est une très grande organisation qui existe depuis très longtemps, donc très habituée à avoir des process internes. Et ils ont commencé à migrer certaines applications vers le cloud, mais ils ont migré leurs process également. Et je parlais avec un développeur complètement désespéré qui me disait, pour démarrer une virtual machine sur AWS, je dois demander à ma direction financière l'autorisation de pouvoir démarrer cette virtual machine. Donc, ils ont fait le saut technologique, mais pas encore le saut process, et on va reparler des process un peu plus tard. Il doit suivre également, sinon, évidemment, on ne peut pas avoir l'agilité que peut promettre le cloud. Exactement. Et si justement on pense à ce que tu as évoqué au départ, à savoir que aujourd'hui toute l'infrastructure et tous les services ne sont ni plus ni moins que des API que l'on peut consommer, en tant que développeur, il est beaucoup plus simple justement de consommer ces services à travers des API et donc d'automatiser d'un point de vue Ops l'ensemble de ces infrastructures, l'ensemble de ces différentes étapes pour faire en sorte que d'un point de vue développement, je puisse être beaucoup plus agile et faire en sorte que de par mon développement, je puisse directement, en fait, moi-même, en tant que développeur, faire en sorte de déployer toute l'infrastructure et toute la sécurité, le réseau nécessaire aux tests applicatifs et au déploiement éventuellement en prod de mon application, tout ça de manière beaucoup plus simple. Et là, on parle en minutes, contrairement à justement ce que l'on a vu de parler en semaines. Mais comme tu le dis aussi de manière assez importante, tout ça nécessite bien évidemment un changement de mindset aussi au niveau des process et au niveau des people, éventuellement. Et justement, c'est un des points importants que l'on évoque, c'est que
en tant que technicien et en tant que société en fait, baignée dans l'IT depuis, plus d'une vingtaine d'années, il est vrai qu'on a souvent tendance à se focuser d'abord sur des outils et de dire: «Ce sont les outils qui vont résoudre l'ensemble de nos problèmes». Et la réponse est malheureusement non. C'est pas un outil qui va résoudre le problème, parce qu'un outil, c'est prendre un marteau pour tuer une mouche, c'est souvent ce que l'on utilise comme image, n'est pas plus efficace qu'une tapette et c'est surtout, en fait, c'est certainement très mal utilisé parce qu'il peut être utilisé pour plein de choses, mais c'est pas son utilisation première. Et donc le but ici, c'est plutôt de penser, en fait, et c'est là où, HashiCorp et AWS font sens dans cette notion de workflow, dans cette notion de cloud operating model. Le fait que, oui, les outils, c'est le comment, mais maintenant il faut savoir, comment justement je gère la partie en amont. Comment je fais en sorte que mes équipes apprennent de nouvelles, compétences et notamment on a parlé de la partie infrastructure as code, ce qui est un peu nouveau, on va dire, pour la partie opérationnelle des personnes travaillant dans l'IT, le fait d'utiliser des bonnes pratiques de code pour justement définir son infrastructure et la gérer de cette manière avec du versionning et autres. Mais derrière aussi, ça peut être bien évidemment embaucher de nouvelles personnes ou faire en sorte de créer de nouvelles teams, ce qu'on appelle les fameuses pizza teams dans le monde DevOps et Agile. Le fait de pouvoir créer en fait des teams plus petites, euh, focusées sur une feature sans particulier, une fonctionnalité, et qu'elle le développe et qu'ensuite en fait on puisse étendre ce procédé-là. Derrière, évidemment, c'est aussi revoir la partie process dans le sens où, comme je l'expliquais dans le slide précédent, c'est ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire en sorte que, les services que l'on propose puissent être consommés de manière autonome par les développeurs. D'accord? Et que l'IT en tant que tel, en charge du bon fonctionnement de l'ensemble des applications, parce qu'il ne faut pas oublier que self-service ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi et ne plus gérer de haute disponibilité et autres au niveau de son infrastructure, mais justement faire en sorte de codifier tout ça à travers les différents outils qui arrivent justement à la fin et mettre à disposition à travers ces fameuses API le fait de pouvoir consommer des services qui sont standardisés, sécurisés et qui garantissent en fait un certain niveau de gouvernance au sein justement de ces nouvelles manières de faire. Donc, un autre point également, c'est que aussi, donc suivant avec qui on discute, et Sébastien, j'imagine que tu as aussi des anecdotes là-dessus, quand on parle au team, ops opérationnel, bien sûr, on va parler principalement des outils, mais quand on va parler avec, des C-level, donc avec, des managers, ou des responsables d'infrastructure, on va effectivement plus parler process et donc du coup, derrière, ce qui nous amène, au fait, à dire: «Oui, le changement, c'est bien, mais attention, il faut rien casser», dans le sens où, il faut pas faire ça de manière, donc on a la possibilité de le faire en bing bang, mais on a l'expérience que ça ne fonctionne, que très rarement et donc justement adopter ces nouvelles pratiques au fur et à mesure et y aller en fait de manière progressive. Il y a un CIO qui me disait le Big Bang qui n'a marché qu'une seule fois et c'était il y a très longtemps. On n'a jamais réussi depuis à en faire un deuxième. J'aimais bien cette quote. Effectivement, en général, on essaye de migrer soit par application ou cluster d'applications qui sont fortement liées les unes aux autres, soit par business unit ou business function pour y aller progressivement. Qui nous amène justement à comment on adresse en fait ces différents challenges, que ce soit AWS ou que ce soit HashiCorp. HashiCorp est très connu pour ses outils, d'accord? Ça, c'est une chose. Tout le monde connaît, Terraform. D'ailleurs, des fois, on connaît plus Terraform que HashiCorp, donc c'est même pas que c'est HashiCorp qui le fait derrière. Mais ce qu'il faut voir, en fait, au-delà de ça, c'est que ce sont que des outils et que HashiCorp est principalement une compagnie qui gère et qui crée des workflows, d'accord? Des workflows de création, de provisioning d'infrastructures, des workflows de gestion de secrets, des workflows de gestion réseau et des workflows de gestion de déploiement applicatif. Certes, derrière, ce sont des outils, mais ce qui est important à la base, c'est que nous essayons de construire des workflows standardisés en fonction de ce que l'on souhaite faire, et ce qui nous amène effectivement à ce cloud operating model qui aide et qui accompagne justement nos clients sur la mise en place et l'adoption du cloud, et notamment du cloud AWS.
tu en as partout. Oui, et pour adopter le cloud, désolé, il y a un tout petit peu de bruit de fond, je ne vais pas parler trop longtemps sur ce slide-là. Pour accompagner nos clients à aller vers le cloud justement et pouvoir le faire en suivant les process dont Nicolas parlait, nous avons mis en place un framework qui permet aux grandes organisations d'adresser tous les aspects qui permettent une migration vers le cloud réussie. J'en parlais dans 2 secondes dès que j'aurai moins de bruit derrière moi. Oui. Donc, ce qui nous amène aussi à détailler un peu plus ce modèle opératoire du cloud. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme on a parlé un peu du Big Bang dans les slides précédents, il est vrai que de par l'adoption en fait du cloud, et on voit quand même qu'il y a une accélération, justement, j'expliquais au départ, depuis ces derniers mois, parce que le fait d'avoir tout le monde confiné chez soi a mis en gros stress les différentes infrastructures justement des clients qui n'avaient pas l'habitude en fait d'avoir tout ce monde travaillant depuis l'extérieur, à devoir se connecter à travers des VPN pour potentiellement ne pas avoir d'infrastructure même à même de supporter ce genre de choses. Et donc on voit que justement cette période a amené déjà à se projeter sur la première étape qui est comment je fais pour ne serait-ce que automatiser, par exemple, le déploiement d'infrastructures VDI sur AWS pour que mes collaborateurs puissent accéder à une machine et puissent faire des actions à travers mon propre SI. Et donc, ce qui nous permet, en fait, si vous voulez, dans un premier temps, de se positionner sur l'automatisation de nouvelles infrastructures. Donc, on va plutôt être dans l'adoption, en fait, si vous voulez, du cloud et de comment je peux mettre le premier pied à l'étrier, on va dire ça comme ça, au niveau de l'infrastructure as code. Et derrière, commencer aussi à me dire que utiliser de l'infrastructure as code, c'est bien, mais j'ai besoin aussi de gérer des secrets parce que je sors, en fait, des données à l'extérieur de mon propre SI. Donc, je pars, en fait, sur des infrastructures dites zéro trust et c'est quelque chose qui devient de plus en plus comment dire, même évident en termes d'infrastructure interne, pour ensuite adopter en fait toujours cette notion de catalogue. Ensuite, derrière, ce que je vais faire comme autre étape, c'est je vais commencer du coup à standardiser en fait ces utilisations. Je vais commencer à mettre à disposition ce que l'on va appeler des services partagés qui vont répondre à ces différentes couches de gestion de ces infrastructures cloud et on-prem, pour ensuite, derrière, se dégager du temps, justement, une fois que l'on a tout standardisé, tout automatisé d'une certaine manière et que tout ça est consommé à travers ces fameuses API, on va pouvoir se focaliser sur de l'innovation, justement parce que toutes nos tâches, en fait, si vous voulez, de day-to-day, d'opérationnel, ont été automatisées et sont sécurisées et standardisées, ce qui nous permet ensuite, derrière, d'innover un peu plus, justement, sur comme disait tout à l'heure, notamment Sébastien, sur d'autres services à plus forte valeur ajoutée en fait au sein de mon entreprise. Et de notre côté, on a le Cloud Adoption Framework. Donc, de nouveau, ce n'est pas un service, ne le cherchez pas dans la console. C'est une méthodologie qui a été mise en place par nos équipes de Professional Services, les consultants qui vont chez les clients pour les aider à migrer vers le cloud, à les accompagner dans leur projet. Cette méthodologie elle est valable pour tous les clouds, pas spécifiquement pour AWS. Et vous pouvez télécharger des documents et lire des documents depuis notre site web. Vous tapez AWS Cloud Adoption Framework et vous le trouvez assez facilement. Ce framework, il essaye de regrouper tous les intervenants d'un projet de migration vers le cloud pour qu'on parle à tout le monde, que tout le monde soit aligné et la même vision, les mêmes attentes. Mettre les attentes aussi, ça fait partie de ces projets. Le framework est divisé en 6 piliers, on les appelle les 6 perspectives. Il y a la perspective, c'est pas facile à dire, business évidemment, où on essaie de comprendre les enjeux du métier, les stratégies du métier et voir comment une stratégie de migration vers le cloud peut supporter le business. Il y a le côté people, évidemment, où on travaille avec Human Resources également pour définir quelles sont les compétences clés qu'il faut chercher chez les collaborateurs quand on engage, quels sont les gaps, donc quelles sont les formations qui sont nécessaires pour les équipes existantes et comment accompagner cette montée de prise en charge, de connaissances dans les équipes IT et financières, notamment finance, marketing aussi souvent est impliqué du cloud. Il y a le pilier de gouvernance où là on va décider avec les execs et avec la direction financière
comment gérer les investissements. Vous savez que la migration vers le cloud fait souvent peur avec cet aspect paiement à la demande. On ne sait pas exactement combien on va être facturé le mois prochain. Dans un environnement traditionnel, on sait très bien combien on investit en IT parce qu'on a la facture de son fournisseur de matériel et de réseau. Avec le cloud, c'est à la fin du mois qu'on voit ce qu'on a consommé et qu'on est facturé. Donc, comment mettre en place une gouvernance financière et une gouvernance business? Comment on va mesurer? Quels sont les KPI sur lesquels on va mesurer le succès de ces projets? Les 3 derniers piliers sont plus techniques et plus classiques. Il y a le pilier de plateforme. Quelle est la plateforme que l'on veut mettre en place en termes de réseau, d'architecture, peut-être même de langage de programmation, la division en comptes, etc. Le pilier sécurité, qui est un des plus importants, comment on va gérer le provisioning des users, des applications, les droits, les autorisations. Le single sign-on rentre dans ce pilier-là également. Et puis le pilier des opérations, une fois que nos applications sont en place, comment est-ce qu'on va les monitorer, observer les différentes métriques, lever des alarmes, observer les meilleures pratiques en matière d'observability, comme on dit en anglais, des applications. Donc, ces 6 piliers permettent d'accompagner un projet depuis le tout début jusqu'à la fin avec tous les acteurs liés à ce projet, depuis les execs jusqu'aux équipes sur le terrain qui vont faire les déploiements. Et justement, pour compléter un peu ce que tu dis et pour amener un peu de l'eau à ton moulin, c'est ce qui devient le plus important justement quand on part de l'automatisation à toutes les échelles, c'est réellement la gouvernance et la sécurité, parce que c'est justement un des piliers souvent manquants dans le terme de l'automatisation, parce que la gouvernance, on avait souvent tendance à utiliser, donc bien sûr, soit des approches ITSM, et on en reviendra dans le slide d'après, soit en fait des process manuels, on passait par des câbles, on passait par des gestions du changement et ainsi de suite pour voir justement si on était en conformité avec les différentes règles, que ce soit d'un point de vue coût ou que ce soit d'un point de vue juste conformité en fait de ce que l'on déploie. Et bien, tout ça, on va pouvoir aussi justement de manière totalement transverse automatiser ce processus et faire en sorte que ça ne devienne pas un bloqueur aussi pour justement l'adoption du cloud AWS. Ce qui nous amène effectivement derrière aux bonnes pratiques. Et c'est pareil, on a quelques petites anecdotes là-dessus, mais voilà les 3 points particuliers en fait qui sont à prendre en compte sur justement comment je peux amener mon entreprise à intégrer justement ces nouvelles infrastructures et ces nouveaux modes de consommation, bien qu'ils ne soient pas si nouveaux que ça, mais comme je disais, ils ont plutôt tendance à s'accélérer cette année de par à la conjoncture pardon, un peu particulière de ce qui se passe en ce moment. Mais un des premiers points, bien sûr, et je pense que Sébastien sera d'accord avec moi, c'est qu'il faut un sponsorship à un niveau assez élevé au sein de l'entreprise pour justement prendre en compte ce type d'approche au niveau bimodal. Derrière, notamment sur la partie budget, sur la partie staffing, dans le sens où qu'est-ce qui va être important, c'est qu'en fait, du coup, on amène de nouvelles solutions, on amène de nouvelles manières de faire, et c'est très important en fait de pouvoir dégager du temps, notamment pour que les équipes puissent monter en compétence sur ces nouvelles infrastructures ou ces nouvelles manières de faire, qui puissent justement avoir un budget de training, d'apprentissage au niveau de ces infrastructures et de ces outils pour qu'ils puissent justement monter en compétences et faire en sorte que cela puisse être un succès au niveau justement de cette migration. Oui, un des exemples que j'ai sur l'exécutif sponsorship, c'est un de nos clients ici en France qui s'appelle Euler Hermès, une société d'assurance. Si je veux résumer très très rapidement, c'est pas tout à fait exact, mais enfin vous me pardonnerez. Ils ont fait la décision de migrer vers du serverless et de ne plus avoir pour leurs nouvelles applications en tout cas que du serverless, ne plus avoir de virtual machine Linux ou Windows à gérer. Et la décision vient du dessus. Et la policy, ce qu'ils ont mis en place, c'est si vous créez une nouvelle app, si vous créez un nouvel API, un nouveau service, tant que c'est en serverless, c'est bon, allez-y. Si ce n'est pas en serverless, vous devez demander une autorisation spécifique pour justifier votre cas, expliquer pourquoi ça ne peut pas se faire en serverless. Donc, c'est d'abord serverless,
éventuellement container, ils essayent d'éviter aussi. Et si vraiment il n'y a pas moyen, on retourne aux bonnes vieilles virtual machines du siècle passé. Et ça, c'est vraiment une décision qui vient du dessus de la direction informatique et qui accélère le mouvement de migration vers le cloud, accélère le mouvement vers ce genre d'architecture. La dernière colonne à droite sur ce slide aussi, Execute with Modern Practitioner, très importante aussi. Ne pas continuer à utiliser les modèles waterfall dont Nicolas parlait avant, passer sur des modes de développement agile. Souvent, on voit nos clients qui tirent le plus parti du cloud, avoir des développements agiles, avoir de l'intégration continue, très souvent du déploiement continu. Je sais que c'est un mot qui fait encore beaucoup peur, surtout dans les grandes sociétés. Quand on dit qu'on déploie plusieurs fois par jour automatiquement, évidemment avec les barrières de sécurité et les tests qui s'assurent qu'on ne casse rien. Enfin, là, je pourrais en parler pendant des heures, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais utiliser des techniques de programmation modernes, le serverless en est une, le CI/CD, donc l'intégration continue, le déploiement continu en est une autre, les techniques de développement agile et le process qui permet souvent d'être la glue entre ces différentes techniques de développement. Et un des autres points aussi, malgré tout, très important, c'est la technologie, c'est bien, mais si c'est pour rendre, en fait, c'est pour la rendre inutile, dans le sens où c'est juste pour se faire plaisir et non pas pour répondre à un réel besoin métier qui a été identifié et qui amène réellement de la valeur, il est clair que souvent, ce que l'on retrouve aussi, parce que je pense aussi, dans tous ceux qui nous écoutent, on a certainement quelque chose à se remémorer d'un projet qui a été lancé, qui était magnifique sur le papier, et qui en fait a abouti à quelque chose qui était certes utilisable, mais très peu utilisé parce que ne répondant pas foncièrement à un besoin métier qui était réellement nécessaire. Et donc du coup, on se retrouve en fait à avoir entre guillemets, brûler du gaz sur quelque chose sans avoir récupéré les besoins en amont et les avoir transcrits. Donc, on pense avoir la science infuse et à créer quelque chose qui va être super et réellement utilisé par tout le monde. Et on se retrouve en fait avec une plateforme qui est là et qui va mourir tranquillement au bout de 6 mois, 1 an, parce que justement, personne ne l'utilise. Et c'est ce que l'on a retrouvé notamment avec l'avènement des clouds comme AWS, où on s'est retrouvé justement beaucoup avec de Shadow IT, parce que l'IT pensait répondre à des besoins métiers, mais en fait, pas de la bonne manière, et ce qui fait que les gens se sont décalés effectivement sur quelque chose qui répondait plus à leurs besoins. Et ce qui nous amène justement, à travers ces bonnes pratiques, de mieux penser, si je puis dire ainsi, le fait de comment je gère ces infrastructures et comment je les donne et que je les rende consommables de la même manière que je pourrais consommer du cloud AWS. Et donc, c'est ce que l'on voit, et cette petite animation, ce petit dessin est très sympathique. C'est effectivement, on est souvent avec des œillères parce qu'on est effectivement dans l'utilisation et la gestion des opérations au jour le jour, et qu'on pense réellement qu'on a la bonne solution. Et là, ce que l'on voit, c'est quelqu'un avec une roue ronde, pour le coup, qui est bien forcément plus pratique qu'une roue carrée. Ça roule beaucoup mieux, bien évidemment. Et donc, voilà, on lui dit: «Bah non, excusez-moi, je suis trop occupé», et donc ce qui nous amène, voilà, à rester, en fait, si vous voulez, dans une approche, soit de résistance au changement, soit dans une approche, en fait, qui va nous amener, effectivement, comme je disais, sur du shadow IT, qui existe derrière. Messieurs, j'en profite de cette petite transition. Oui, Il nous reste quelques minutes pour passer aux questions. oui. D'ailleurs, je rappelle aux participants, n'hésitez pas à poster vos questions dans le petit onglet questions-réponses et nous allons y répondre d'ici à quelques minutes. Merci à vous. Merci Vincent pour le petit warning. Donc Sébastien, je pense aussi que c'est pareil, c'est quelque chose que tu as pu voir. Je pense que tu as justement vu ça déjà avec AWS, le fait d'avoir ce différent phasing en fait au niveau comment des clients, pour comment ils ont adopté le cloud et comment ils sont passés en fait de quelque chose de très monolithique, peu agile, à quelque chose de beaucoup plus agile, où ils arrivent. Alors là, le Graal ultime, c'est effectivement le CD jusqu'à la fin en fait du continuous deployment. Mais bon, c'est ce que l'on retrouve en fait en général aujourd'hui. C'est, comme je disais, chez nos clients, c'est le fait d'être dans une première phase où on se pose la question, on est vraiment basé sur du click. Alors du ClickOps, c'est un peu
l'opposé, on va dire, plutôt du DevOps, c'est le ClickOps, c'est-à-dire qu'on va cliquer un peu à droite, à gauche, pardon, on a du mal à manager les changements au niveau de son infrastructure et ça devient très compliqué. Et justement, on est en train de regarder un peu d'automatisation. Alors, on regarde soit le configuration management, donc avec des outils type Ansible, Puppet ou autre, où on commence à regarder un peu de l'infra as code, mais on n'est pas trop sûr de savoir en fait ce que l'on veut faire. Derrière, en fait, c'est là où vraiment on commence à ouvrir, en fait, alors pas les yeux parce que c'est pas non plus, à ce niveau-là, mais on a cette deuxième phase justement où on commence à se dire: «Bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que j'ai besoin justement de fournir cette agilité», ne serait-ce que pour faire en sorte que mes opérations soient plus simples à gérer et que je puisse justement dégager du temps un peu pour faire autre chose et de l'innovation plus que de la maintenabilité d'infrastructures. Et donc, on commence en fait à justement dans cette phase 2 à prototyper de l'infrastructure as code avec soit Terraform OSS dans un premier temps pour ensuite basculer sur Terraform Enterprise, notamment pour tous les aspects, comme j'expliquais tout à l'heure, de gestion de gouvernance, de gestion des coûts, de gestion en fait de services partagés au sein de son infrastructure. Derrière, je commence à intégrer aussi toutes ces bonnes pratiques de versionning d'infrastructures et de mise en place d'une source de vérité et je commence à accélérer en fait, heu, mon provisioning tout en enlevant justement la partie, bloquante qui est de comment je déploie en fait, mes infrastructures. Pour aller vers cette fameuse phase 3 qui est là où on augmente en fait, si vous voulez, l'utilisation de ces différents outillages. On consomme de plus en plus, du cloud et de l'automatisation pour en fait, améliorer tout ce qui est standardisation, tout ce qui est gouvernance également et augmenter à l'échelle l'application de ces règles de gouvernance et de conformité au sein de son entreprise. Ce qui nous amène rapidement, et j'irai rapidement là-dessus, sur justement comment certains de nos clients ont adressé ces challenges. Est-ce que tu veux dire un mot, Sébastien, par rapport à ça? Est-ce que tu as des anecdotes un peu à raconter sur Non, ces... sur les clients, je vais te laisser Oui, parler des clients Terraform. Et sur les trois phases avant, on observe exactement la même chose. Donc, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. oui, Lift and shift, on migre les VM. Deux, exactement. on replatform, on automatise. Et trois, on migre vers du serverless et Mhm. on embrasse vraiment le paradigme cloud. Tout à fait. Donc rapidement sur ces, 3 différents clients, donc on pourrait retrouver assez rapidement les noms, mais c'est pas très important de savoir qui ils sont. C'est ce que l'on a remarqué en fait et ce qui est commun à ces 3 clients, c'est un, le désir de faire en sorte qu'on puisse gagner en agilité et accélérer en fait la mise à disposition, soit des infrastructures, soit des logiciels dans la partie déploiement et développement des comment de ces couches logicielles. Donc, on a typiquement, dans un premier temps, une grande assurance française donc, qui a utilisé et qui a intégré justement du Terraform Enterprise dans cette chaîne CI/CD pour pouvoir automatiser l'ensemble des tâches de provisioning pour s'intégrer avec AWS et donc décharger en fait le CI/CD qui est plus un méta-orchestrateur entre guillemets et donc que celui-ci appelle la solution de gestion centralisée de provisioning d'infrastructures pour justement déployer et donc faire la partie CD au niveau AWS à travers cette chaîne et donc toujours garantir malgré tout, justement cette gouvernance et cette conformité. Ensuite, autre exemple et là c'est plus sur la partie, justement Terraform Landing Zone. C'est plus là dans un grand manufacturier de montres, pareil sans le citer non plus. Le fait de pouvoir en fait s'assurer que l'adoption du cloud se fasse de manière sécurisée et en conformité, également avec les règles de cette, fameuse, manufacture de montres. Parce que vous savez que dans le monde de la montre, tout est très, très secret et tout doit être bien sécurisé, parce qu'il y a beaucoup de commandes d'IP internes qui sont importantes. Et donc, du coup, ils ont utilisé justement avec le service AWS la mise en place d'une Terraform Landing Zone pour améliorer et simplifier surtout la création de nouveaux comptes dans AWS pour justement augmenter la vélocité d'utilisation de ce type d'outil. Et enfin, le dernier rapidement, sur la partie plus sécurisation,
où là, ils ont utilisé, donc une compagnie aérienne, a utilisé Vault justement pour permettre d'authentifier des ressources aussi bien AWS que on-prem à travers Vault qui va être utilisé comme broker d'identité pour valider les identités et valider qui peut accéder à quoi en termes de secret et faire en sorte que tout ce petit monde puisse communiquer de manière sécurisée et agile dans le monde du cloud. Messieurs, une petite minute pour conclure et pour passer aux questions-réponses. Oui. Donc, juste très rapidement, donc je vais passer ici, mais ça, c'est les services justement AWS donc, qui sont disponibles à travers AWS et comment justement ils accompagnent leurs clients dans la notion de succès et donc comment ils les accompagnent sur différentes briques avec le support, les TAM, le Professional Services et comment les architectures d'entreprise. Un petit mot peut-être là-dessus, Sébastien, ou je peux passer directement au slide Non, je suivant? prendrai des questions, c'est des questions spécifiques Oui. là-dessus. Et bref, pour finir, nous avons à disposition, que ce soit du contenu AWS ou du contenu HashiCorp sur cette adresse. Vous pouvez récupérer toutes les informations pour commencer justement à utiliser les différents outils HashiCorp dans le monde d'AWS. Ce qui nous amène aux questions. Merci à vous deux. Merci pour cette belle présentation. Effectivement, on a quelques questions. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux participants, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les afficher dans le petit onglet questions et réponses. Donc, on va commencer par peut-être cette première question. Nicolas, Sébastien, dites-moi, qui maintient les providers et les plugins que vous avez évoqués au tout début? En Terraform? En Terraform et autres, oui. Pour Terraform, je pense que c'est de l'engineering partagé. Enfin, vous aussi, mais on travaille avec vous et très en amont puisqu'on est partenaire également. Ça veut dire qu'à HashiCorp, les développeurs ont accès au service avant qu'il ne soit réalisé, ce qui permet d'avoir un time to market, comme on dit, très efficace quand il y a une nouvelle API ou une modification d'API de notre côté. Tout à fait. Parfait, je pense que c'est clair. Une deuxième question, peut-être que celle-là est pour moi. Est-ce que les solutions HashiCorp sont disponibles dans la marketplace AWS? Je vais la prendre, tenez. Allez, je vais travailler aussi un peu. Donc, effectivement, les solutions HashiCorp sont disponibles dans la marketplace AWS sous la forme de ce qu'on appelle des private offers, donc des offres privées. Donc, vous pouvez souscrire des solutions Terraform et Vault dans la marketplace AWS. Question peut-être maintenant un peu plus technique. À quand et comment les solutions HashiCorp en mode SaaS? Je pense qu'on peut. Vous faisiez référence à HCP, à Terraform Cloud, peut-être? Alors, Terraform Cloud, c'est déjà une infrastructure qui est aujourd'hui hostée sur AWS. Donc, c'est déjà effectivement une plateforme SaaS d'HashiCorp qui est hostée sur AWS. Et donc, elle est déjà consommable et utilisable de cette manière. Maintenant, la partie HCP, comme je disais tout à l'heure, on est en private beta sur Consul, donc sur le premier cloud supporté qui est AWS. Et derrière, sera annoncé aujourd'hui ou demain Vault sur cette même plateforme HCP. Donc, effectivement, disponible directement sur AWS. Donc, des solutions SaaS HashiCorp disponibles sur AWS déjà, et on va enrichir un peu plus prochainement. Le temps nous est compté. Peut-être une dernière question. Comment pouvons-nous trouver les architectures de référence, les frameworks dont vous avez parlé? Alors, je pense qu'il y a deux sites. Il y a HashiCorp déjà, Learn. effectivement, sur HashiCorp Learn, comme tu le dis, Vincent, donc on peut aller sur ce site et vous retrouverez toutes les références, toutes les architectures, pardon, en français, c'est mieux, toutes les architectures de référence concernant l'ensemble des solutions HashiCorp pour l'ensemble des clouds et plus particulièrement AWS. Et pour le Cloud Adoption Framework, vous tapez dans votre moteur de recherche favori AWS Cloud Adoption Framework, ou même chose pour la landing zone, AWS Landing Zone, et c'est le premier résultat tout en haut en général. Parfait, messieurs. Je pense que nous avons fini pour les questions. Nous arrivons au bout de ce webinaire. Je voulais vous remercier pour votre temps aujourd'hui et remercier les participants également. Nous ferons suivre dans les prochaines heures un lien vers ce webinaire, vers cet enregistrement. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée
et à très bientôt. Merci à toutes et à toutes. À Merci. bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.